Ruth, vous vouliez nous parler ce soir de la bataille de Gaulle. Le film sort aujourd'hui et tout le monde se revendique maintenant en fait du gaullisme. Bon, d'abord, c'est un grand film, un défi extraordinaire, cette bataille de Gaulle. Avec, on va voir l'affiche du film avec Simon Abkarian qui incarne de Gaulle et qui est déjà loué par beaucoup de critiques. Mais c'est vrai que ce qui nous a frappé, c'est que le général de Gaulle reste l'éternelle référence de la vie politique française et qu'on est à presque un peu moins d'un an de l'élection présidentielle et on a déjà tous les candidats qui se déclarent gaullistes. Bien sûr. Et tous qui en appellent déjà au man du général pour les inspirer ou pour s'imposer face aux Français. Je vous propose d'écouter ce montage de Maxime Fragnol. Il y a quelques exemples, ils sont pas tous là, écoutez. Il y a quelque chose de l'insoumission gaulliste à Londres qui est passé dans notre discours et qui est resté. Je suis gaulliste. Disons qu'il y a beaucoup de gaullistes. Oui, mais je suis le seul qui le prouve. Je suis gaulliste et je défends la Ve République. Bon, je me suis engagé comme gaulliste, je reste gaulliste. Pas gaulliste dans la forme, mais gaulien dans l'expression. Moi, je suis gaulliste. Je ne sais pas ce que ça veut dire autrement dans mon engagement politique. Moi, je suis gaulliste et je respecte les institutions. Moi, je suis gaulliste, j'ai toujours appartenu au RPR. Nous sommes un parti gaulliste, gaulien en tout cas. Je suis gaulliste. Le projet économique, vous savez, que nous portons n'est pas venu d'ailleurs. Elle est héritée de Colbert, de Richelieu ou de Gaulle. Voilà. Bon, merci, parce que franchement, c'est extraordinaire. C'est un échantillon, donc c'est Maxime Fragnol qui les a recueillis, mais on aurait pu rajouter François Ruffin qui a expliqué qu'il allait payer sa facture d'électricité comme le général de Gaulle. On aurait pu en rajouter plusieurs autres qui tous maintenant demandent et en appellent au général de Gaulle. Alors c'est vrai que il faut être franc, l'héritage de Gaulle est tellement large et tellement ambigu que c'est facile de s'y projeter, projeter tout ce qu'on veut. Prenons les exemples de Bruno Retailleau ou d'Éric Ciotti, ancienne manière, malgré tout. En fait, ils viennent de la droite classique et eux, ce qu'ils revendiquent, c'est l'homme d'ordre, des institutions solides, la grandeur nationale. Ils préfèrent souvent oublier le De Gaulle de 46 qui a associé le Parti communiste français au gouvernement, produit le programme du Conseil national de la résistance, qui est considéré aujourd'hui comme un programme social-démocrate et qui est totalement revendiqué par la gauche. Prenons Dominique de Villepin et Jean-Luc Mélenchon, vous les avez entendus. Alors eux, ils vont se souvenir du De Gaulle de 1963 à 68, c'est-à-dire son anti-américanisme, son discours de Phnom Penh sur la guerre du Vietnam, celui qui a refusé ou sorti, qui a quitté le commandement intégré de l'OTAN, qui a reconnu la Chine de Mao. Enfin, vous voyez les conséquences un petit peu que ça veut dire pour aujourd'hui sur la Russie, sur le non-alignement, sur l'idée d'une France différente. Alors, et puis il y a les centristes qui sont venus de la droite. On a entendu Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu. Eux, ils se réfèrent à l'architecte de la Ve République, à la fois nationaliste mais très européen, celui qui a dépassé les clivages pour faire une France, une grande puissance moderne et pour lequel l'étiquette partisane est secondaire. Et puis les populistes, pour eux, le De Gaulle qu'ils préfèrent, c'est l'anti-parlementaire, celui de 1946 à 58, celui qui attaque la 4e République, qui attaque les partis politiques, celui qui refuse les blocs, celui qui refuse l'intégration supranationale. C'est le même. Enfin, c'est le même. Non. C'est le même homme. Mais il est passé par différentes étapes. Il y en a même dans la société civile, vous avez entendu Michel-Édouard de Leclerc. Alors eux, c'est une forme de manière de court-circuiter les partis et de s'adresser directement aux Français. Vous voyez, ça c'est du gaullisme, être gaulien. Et d'ailleurs, on va l'écouter, c'est Perrine Combeau qui l'a retrouvé. C'était pour le 2e tour de 1965. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Bon, alors, vous voulez savoir qui est mon De Gaulle à moi ? Oui. C'est sans doute quand même l'homme du 18 juin qui dit non quand tout s'effondre, celui du courage contre la collaboration, celui qui démissionne aussi en 69 lors du référendum. Mais celui-là, ça pourrait être celui qui dit la vérité aux Français sur la situation de la France, économique, morale, celui qui a fait le redressement de Rueff et Armand. Celui-là, je suis pas sûre qu'il pourrait faire une campagne électorale pendant l'année 27 sur un discours qui va prôner l'effort au lieu du confort. Celui-là, je suis pas sûre que, étant donné la démagogie qui tient lieu de bréviaire aujourd'hui à la politique, il soit élu. Les choses sont claires. Vous voulez un petit mot sur le général de Gaulle, rapidement ? Il faut être courageux pour endosser l'image du général de Gaulle. Et le courage est ce qui manque le plus à ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans. Donc faites votre compte et votre inventaire, cher Yves.
Écoutez, cher Pascal, moi je vous laisse la parole. On va parler économie parce qu'il faut qu'on avance, pardonnez-moi. Ce sont les coups de rabot sur les ruptures conventionnelles dont vous aviez envie de nous parler aujourd'hui. Oui, alors qu'est-ce qui lui prend ? L'expression coup de rabot, peut-être ajustement, je préférerais ajustement. Alors les ruptures conventionnelles individuelles, d'abord je pense que c'est un bon dispositif parce que ça évite le passage pour l'employeur et l'employé au prud'homme. Oui. C'est une espèce de divorce par consentement mutuel, un divorce professionnel par consentement mutuel. Vous avez un employeur, un employé qui veulent se séparer. Alors parfois c'est un peu plus compliqué que ça. Vous avez un employé qui a envie de prendre un petit peu de temps pour lui, qui exerce une forme de chantage à l'égard de son employeur. Et puis parfois des employeurs aussi qui veulent absolument se séparer d'un employé, qui voudraient éviter un licenciement pour faute, par exemple, et donc qui acceptent de signer une séparation par consentement mutuel. Mais ce dispositif est bon, mais il fallait le toiletter, et c'est ce que je vais vous dire maintenant. C'est un dispositif qui a été lancé en 2008 et il a explosé. Il a explosé en termes de volume. C'est ce qui est très préoccupant en réalité. Comme le dit le président de la République, il y a souvent des effets de bord, c'est-à-dire des effets d'opportunité. On se sert d'un dispositif qui avait un objectif précis et puis on le détourne pour soi-même. Alors, ça s'est substitué en partie aux démissions. Et ça exerce, c'est la raison pour laquelle c'est réexaminé aujourd'hui, ça exerce une pression constante et de plus en plus importante sur les comptes de l'assurance chômage. Le gouvernement, donc, et les partenaires sociaux, c'est très important de le dire, sont partis du même constat avec la même ambition, c'est-à-dire de maintenir ce dispositif, mais de le réajuster, c'est-à-dire de réduire la durée d'indemnisation. Depuis 2008, premier point, donc, le nombre de ces dispositifs a explosé. Deuxième point, les bénéficiaires des ruptures conventionnelles sont en moyenne beaucoup plus qualifiés que les autres salariés. Ça nous donne déjà une petite indication. 50% ont beaucoup plus que le bac et vous en avez 25% qui sont cadres. Donc ce sont des gens, explication technique, qui partent avec un salaire, qui quittent leur emploi avec un salaire relativement élevé, donc qui ont droit à des allocations chômage relativement élevées. C'est donc en partie un dispositif col blanc. Troisième réflexion, ces bénéficiaires restent beaucoup plus longtemps que les autres au chômage, durée moyenne d'indemnisation 15 mois. Donc le coût pour l'assurance chômage, et c'est ce qui était vraiment préoccupant, est considérable. En 2024, ces ruptures conventionnelles ont représenté une dépense de 9,4 milliards d'euros, c'est-à-dire un quart des dépenses de l'assurance chômage. Je vous rappelle d'ailleurs que l'assurance chômage, c'est énorme, c'est considérable. L'assurance chômage, elle est gérée par les partenaires sociaux. Il n'y a plus de lettres de cadrage aujourd'hui, c'est géré par les partenaires sociaux. Et depuis 2019, ce sont les entreprises qui seules payent les cotisations de l'assurance chômage pour une enveloppe de 45 milliards d'euros chaque année. Donc il est heureux qu'un accord ait été trouvé. Cette année, malheureusement, l'effet financier sera pratiquement nul, mais en régime de croisière à partir de 2029, cette mesure de limitation du temps d'indemnisation permettra d'économiser 800 millions chaque année. Deux mots d'ailleurs du dispositif en tant que tel. Pour les moins de 55 ans, la durée d'indemnisation passera de 18 à 15 mois. On reste à 15 mois. C'est pas un dispositif précaire, c'est quand même très confortable. 15 mois de couverture alors qu'on a choisi de se séparer de son job. Et c'est 20,5 mois maximum pour les plus de 55 ans contre 22,5 et 27 en fonction de l'âge de départ. Je veux bien vous entendre sur... Pardon, je vous ai interrompu. Non, je veux dire simplement pour conclure... nous disent qu'elle pense de ce dispositif en quelques mots. Juste un mot, l'assurance chômage, c'est un bien précieux. Oui. Il faut prévenir. J'ai une réflexion à vous faire, c'est que la méthode Farandou, ça marche. Ça marche parce que quand il est arrivé à la table des négociations, Jean-Paul Farandou avait entre les mains la lettre de cadrage du gouvernement Bayrou qui était de faire 4 milliards d'euros d'économie. Il a tout de suite compris que ça passerait pas. Oui. Et il s'est dit, on va faire confiance aux partenaires sociaux. Donc il leur a donné le dossier à traiter. Il leur a dit, trouvez-moi une solution. Et finalement, dans la confiance, est née cette formule qui me paraît être bonne. Bon. Oui, moi aussi, je trouve qu'elle est tout à fait... C'est intelligent, en tout cas, comme pratique. C'est intéressant. Et la démarche de donner aux partenaires sociaux est tout à fait justifiée. Et on aimerait bien, dans le fond, que sur les retraites, par exemple, s'ils s'en emparaient, ils fassent preuve de la même responsabilité et de du même bon sens, en effet. Oui, tout à fait.
Bon, et alors, c'est pour quand le dossier retraite? C'est pour le dossier retraite. Ah, vous me posez la question du dossier retraite. C'est dans le programme de certains candidats de donner la gestion des retraites aux partenaires sociaux après les élections. Et c'est très intéressant parce que ça pourrait responsabiliser un certain nombre d'acteurs. Eh ben, c'est donc une proposition que vous nous faites qui est très intéressante et je veux votre avis. Mon avis, c'est que Agirc Arrco, la retraite complémentaire du privé, elle est gérée par les partenaires sociaux. Elle a 90 milliards d'euros de réserve. Oui. Elle module les pensions en fonction de la situation macroéconomique, pour résumer les choses. C'est-à-dire qu'elle impose des bonus et des malus. Pourquoi ce que les partenaires sociaux font à l'Agirc Arrco ne pourraient-ils pas le faire pour le régime général et pour une réforme d'ensemble? Rien ne devrait normalement s'y opposer, en toute logique. Merci infiniment, Pascal. On se tourne maintenant vers Isabelle. Vous vouliez nous parler du Royaume-Uni qui s'embrase. Expliquez-nous. Oui, vous vous souvenez, Yves, de l'affaire George Floyd? Oui, bien sûr. Cet Afro-Américain qui avait été tué par un policier blanc en 2020 à Minneapolis. Alors, quand il était en train d'agoniser sous le genou du policier qui l'étouffait... Épouvantable. Il avait prononcé ces mots « I can't breathe », je ne peux pas respirer. Et c'est sa mort qui avait été le déclencheur du fameux mouvement Black Lives Matter, dont on a parlé pendant des années et qui existe encore aujourd'hui. Et ben, il s'est passé exactement la même chose à Southampton, au sud de l'Angleterre, mais en décembre dernier, mais à l'envers. Alors cette fois, c'est un blanc, c'est un jeune étudiant de 18 ans qui s'appelait Henry Novak, qui rentrait d'une soirée et qui a été poignardé par 5 coups de couteau par un Britannique sikh, donc c'est comme un Pakistanais en fait, qui s'appelle Vikram Digma. Il a été menotté par des policiers et alors qu'il agonisait, il a prononcé les mêmes mots, on va l'entendre. Let's get you out of that. I can't breathe. Put the hand in the cuff, mate. Yeah. This is like times this has happened to us. You've been walking, you can't. Je n'arrive pas à respirer. Pour justifier son geste, le meurtrier avait accusé à tort cet étudiant d'avoir proféré des propos racistes. Depuis, les policiers se sont excusés en affirmant qu'ils avaient été trompés par les mensonges de Digwa. Mais hier, la vidéo qui a été rendue publique par la police, après que le meurtrier ait été condamné à la prison à vie, a mis le feu aux poudres à la fois à la ville et a provoqué une grave crise au Royaume-Uni. Plus d'1 millier de manifestants s'en sont pris aux policiers de Southampton, on les voit là. Oui. Ils ont jeté des bouteilles, des poubelles, ils ont dénoncé une justice à deux vitesses, un racisme anti-blanc. Alors, en tête de la manifestation, on retrouve le militant d'extrême droite Tommy Robinson, qui a accusé la police de traiter les Blancs comme, je cite, des citoyens de seconde zone. Il faut voir qu'on est à 2 semaines d'élections locales partielles, où Nigel Farage, le chef du parti anti-immigration, Réforme UK, espère bien doubler le parti travailliste. Il a dénoncé, Nigel Farage, là aussi je cite, les droits et les privilèges des Blancs aujourd'hui comptent moins que ceux des minorités ethniques. Alors les images particulièrement violentes, celles qu'on a vues de l'agonie, enfin de cette bavure policière, ont été aussi commentées par le Premier ministre Keir Starmer. Il a assuré que la police allait devoir rendre des comptes. On va l'écouter aussi. On va écouter ses commentaires. Henry Novak was a kind, thoughtful, and much loved young man. And this has understandably been devastating. I have seen the footage. It's harrowing. And I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick watching it. Alors, le Royaume-Uni est régulièrement secoué par ce genre d'affaires. Oui. L'année dernière, il y avait le scandale, je ne sais pas si vous vous souvenez, des grooming gangs. C'était des gangs de prostitution de jeunes filles qui étaient tenus aussi par des Pakistanais qui avaient secoué toute la classe politique. Et en 2024, c'était la tuerie de Southport. Là, c'était l'assassinat de 3 fillettes par un Britannique d'origine rwandaise qui avait aussi provoqué des émeutes anti-immigrants. Alors, à chaque fois, ces affaires font monter l'extrême droite.
Et aujourd'hui, alors il se passe pas forcément la même chose en Allemagne et en France, mais aujourd'hui, on a les 3 grands pays d'Europe, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Les partis d'extrême droite sont en pole position. Il nous reste 2 petites minutes avant de nous séparer. Moi, je veux bien vous entendre réagir et commenter cette actualité. Je pensais qu'on a effectivement les mêmes tiraillements et les mêmes tensions en France, mais on n'a pas de Tommy Robinson. Je dis pas intellectuellement, il y a des leaders de l'extrême droite qui ont des discours incendiaires sur l'immigration en France. Mais ils ne sortent pas en manifestant avec des centaines de milliers de personnes, comme Tommy Robinson l'a fait il y a peu de temps. Et là, avec quelques milliers de personnes. Et je me dis, ouf, quand même. Enfin, je veux dire, ça me rassure un tout petit peu, sachant que nous avons, pour l'instant, c'est ce que je dis, nous avons un terreau qui pourrait s'y prêter, mais pour le moment, nous n'en sommes pas exactement à cette étape-là. Et je croise les doigts pour que cela n'arrive pas, parce que c'est effectivement très inquiétant de voir cela. Pascal Perry. Le modèle français d'immigration a été pendant très longtemps un modèle d'intégration par les valeurs. C'est-à-dire que on n'était pas né sur le territoire français, mais on pouvait se reconnaître. On épousait, voilà. Liberté, égalité, fraternité. Absolument. C'est ce qui a fait venir en France de nombreux intellectuels, mais aussi des gens qui étaient persécutés, etc. L'Angleterre a un modèle complètement différent. Elle a une approche communautaire de l'immigration. C'est-à-dire qu'elle laisse se constituer des communautés. Je suis un grand amateur de foot anglais. Il m'est arrivé assez souvent de me balader à Birmingham et dans toutes les villes du Nord, Coventry, etc. Et vous allez voir des quartiers entiers qui sont dédiés à des types de populations par origine, par ethnie, etc. Absolument. Il était immanquable que ce type de société explose un jour parce que il y a de nombreuses zones de frottement. Parce qu'une partie des Anglais se sentent en effet laissés de côté. Au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le produit de choix politiques anglais. Vous avez raison, parce que justement, une des polémiques, c'est que les Sikhs ont le droit de se promener dans la rue avec un couteau, parce que c'est censé être un attribut culturel, un attribut lié à leur religion. Merci infiniment à mes camarades, merci à vous qui nous êtes fidèles.